Bonjour à tous, je suis Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France et je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter une étude scientifique qui a été réalisée pour mesurer l'impact de notre programme phare en termes d'accompagnement, qui est l'accélérateur. Alors, avant de passer à l'étude elle-même, on souhaitait vous rappeler brièvement ce qu'est un peu notre activité d'accompagnement. Et cette activité d'accompagnement chez BPI France est totalement complémentaire de ce que l'on peut faire en termes d'injection de cash à travers nos dispositifs d'aide à l'innovation, de prêts aux entrepreneurs ou d'injection de capital à travers des interventions en fonds propres. Et cette activité s'inscrit autour de 3 grands piliers. D'abord le conseil, où l'on va réaliser pour des dirigeants de PME des missions de conseil qui nous permettent d'aller apporter de l'expertise, d'aller travailler des plans stratégiques. Et ces missions de conseil, nous en avons réalisé près de 2000 l'an dernier sur des thématiques de croissance et d'aide à l'innovation, et puis 2700 sur des thématiques d'accompagnement à l'international. Donc premier pilier, le conseil. Deuxième grand pilier de notre accompagnement, c'est de la formation. Nous avons structuré avec des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs des sessions de formation qui sont adaptées aux dirigeants de PME. Et ces sessions s'appuient sur des experts qui peuvent venir de Polytechnique, de HEC, de Kedge par exemple. Et lors de ces sessions, on va proposer à des dirigeants d'aller se familiariser avec une thématique académique, par exemple les enjeux de construction, de structuration d'un business model, et on profite de cette occasion-là pour les faire travailler ensemble. Eh bien, en 2020, nous avons réalisé 190 missions de formation, et en plus de ces sessions de formation, nous avons structuré des programmes en digital qui nous ont permis de mobiliser près de 30 000 dirigeants autour de formations qui peuvent être à la fois du e-learning, c'est-à-dire des petites sessions vidéo, ou des autodiagnostics qui leur permettent, par rapport par exemple aux enjeux climatiques, d'estimer la maturité de leur entreprise. Enfin, troisième grand pilier de l'accompagnement, c'est la mise en relation. Et la mise en relation, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va susciter des occasions de rencontres entre des dirigeants qui sont, en tant que dirigeants de PME, assez souvent isolés. Et nous organisons des événements où ils vont se rencontrer et nous les mettons aussi en relation point à point afin de créer des opportunités business entre eux. Le deuxième point, je ne sais pas si vous voyez les slides à l'écran parce que le retour n'y est pas forcément, c'est que ces différents programmes de conseil, formation, mise en relation, on les propose soit ponctuellement pour des dirigeants, par exemple lorsqu'ils ont besoin de structurer leur plan stratégique, on va proposer une mission de conseil autour de la stratégie, mais on va aussi leur proposer le programme phare qui est l'accélérateur, qui est un programme intensif où l'on va, si vous voulez, proposer à une trentaine de dirigeants d'aller, au cours de 12 à 24 mois, travailler sur des missions de conseil au niveau de leur entreprise et sur des sessions collectives où ils vont retrouver leurs pairs au sein de la section de l'accélérateur, où ils vont aller travailler sur ces thématiques de stratégie, de business model et autres. Et en fait, la conjonction entre des missions de conseil au niveau de l'entreprise avec le dirigeant, son comité de direction, et des missions je reviens sur la celle précédente vu que maintenant il y a le retour écran, et des missions de formation en fait vont créer une dynamique qui va permettre d'inscrire l'entreprise dans une trajectoire de croissance. Et l'objectif de ces accélérateurs, c'est justement d'accompagner ces dirigeants et d'aller, à travers un travail sur leur organisation, sur leur stratégie, sur leur mode de fonctionnement, à la fois en individuel, encore une fois, et en collectif, créer des opportunités de croissance. Nous avons, depuis 2015 et le lancement du premier accélérateur, accompagné plus de 1800 dirigeants de PME à travers ces programmes d'accélération. Et ce que l'on a pu constater, c'est à la fois une très forte satisfaction des dirigeants, donc ça c'est la première mesure. On a pu voir aussi qu'ils allaient structurer en profondeur leur entreprise, qu'ils allaient fixer un cap à travers le travail sur la stratégie. Près de 90% des dirigeants qui rentrent dans un accélérateur vont aller structurer leur stratégie. Et surtout, on a pu voir le bénéfice de les inscrire dans un écosystème de solidarité entre dirigeants. Notre but, à travers l'étude que l'on a structurée avec les équipes du professeur Lorty, c'était d'essayer d'avoir une mesure statistique. Maintenant qu'on commence à avoir un recul avec plus de 400 dirigeants qui sont sortis des programmes accélérateurs, et sur ces dirigeants-là, on a pu avoir une mesure de leur trajectoire financière en sortie d'accélérateur, eh bien on a souhaité faire cette étude et c'est ce que nous voulons vous présenter ce matin. Et donc je remercie à la fois les équipes de Yannick Lorty et aussi Pierre Guérard, le président de Wiz Group, et Emmanuel Cazeneuve, le président d'ESUS, qui vont aller nous apporter un éclairage un peu plus
finalement très, très pratico-pratique de ce que eux, en tant que dirigeants d'entreprise, ont pu vivre à travers les accélérateurs. Alors maintenant, je vais céder la parole à Mathieu Brun, qui est économiste chez BPI France et qui va vous expliquer un peu ce que l'on a pu faire pendant cette étude. Merci à tous. Merci Guillaume. Donc du coup, Mathieu Brun, je suis économiste au sein de la direction des études de BPI France. Je vais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel ces travaux ont été menés. Tout part d'une idée très simple en fait. L'idée était de savoir s'il était possible de mesurer de façon objective, hop, je vous mets les slides en même temps, l'idée était de savoir s'il était possible de mesurer de façon objective les effets des accélérateurs sur la trajectoire économique des entreprises bénéficiaires. Dans un contexte bien particulier. Premier élément de contexte, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'en 2020, on commence à avoir déjà suffisamment de recul sur le programme pour espérer pouvoir mesurer de façon tangible ces premiers effets. Deuxième élément de contexte, c'est que les accélérateurs étant un programme particulièrement novateur, on n'avait absolument pas d'études qui existaient en France ou à l'international sur le sujet, et donc on ne savait pas à quoi on allait s'attendre en faisant ces travaux. Alors comment est-ce qu'on a fait en pratique pour évaluer les accélérateurs? Eh bien, on a suivi en fait les trois grands principes qui doivent s'appliquer lorsqu'on met en place une évaluation de politique publique. Premier grand principe, s'appuyer sur des données empiriques, c'est-à-dire des données objectives, en l'occurrence ici, des données fiscales. Le deuxième grand principe, c'est de s'appuyer sur les méthodologies à l'état de l'art en la matière, en l'occurrence des méthodologies statistiques éprouvées qui sont issues de ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques, c'est un champ spécifique de l'économie. Troisième grand principe, c'est celui en fait de l'indépendance et du savoir-faire, de la transparence, de l'indépendance et du savoir-faire. L'idée, c'est de s'appuyer sur des experts indépendants, donc des experts reconnus qui sachent mettre en œuvre ces méthodologies, qui étaient en mesure vraiment de manipuler ces données, et en leur laissant la possibilité de publier les résultats de leurs travaux, quels qu'ils soient. C'était vraiment les trois grands principes qu'on a mis en œuvre. Dans ce contexte, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré l'équipe du professeur Yannick Lorty. La chance qu'on avait, c'est que cette équipe-là réunissait absolument tous les critères que je viens d'énoncer, donc à savoir des chercheurs indépendants, expérimentés de renom, affiliés au CNRS par ailleurs, et qui sont absolument de grands spécialistes de l'évaluation des politiques publiques. Donc Fabrice Gilles, Yannick Lorty et Ferhat Mihoubi, à qui je vais laisser tout de suite la parole. Et avant cela, j'aimerais juste préciser que ces travaux s'inscrivent dans un programme plus global d'évaluation des dispositifs de BPI France, qui sont pilotés au sein de la direction des études. Donc je vais laisser maintenant la parole à Yannick pour nous présenter cette étude en tant que telle. Bonjour à tous, merci beaucoup Mathieu Brun, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc je suis effectivement professeur d'économie. Allô? On t'entend Yannick, ouais, c'est parfait. Très bien. À l'université Gustave Eiffel. Et je dirige également la fédération de recherche du CNRS, théorie et évaluation des politiques publiques, la fédération TEP du CNRS. Et notre activité principale est précisément de réaliser des évaluations d'impact. Nous sommes un opérateur académique d'évaluation d'impact et on a donc réalisé avec BPI France, qui nous a ouvert ces données. On a réalisé donc cette évaluation de l'accélérateur BPI France avec donc Fabrice Gilles et Ferhat Mihoubi. Alors, nous sommes des universitaires, des chercheurs. On est regroupés dans une fédération de recherche qui réunit une dizaine de laboratoires et 230 enseignants-chercheurs. Et dans à peu près tous les domaines d'intervention publique, nous réalisons des opérations d'évaluation avec différents types de méthodes, de l'évaluation ex post, ex ante, avec des simulations. Et ici, on va faire une évaluation d'impact, donc dite ex post. Alors, pour l'objet même de l'évaluation, on veut donc mesurer les effets de l'accélérateur, toutes choses égales par ailleurs. Il se trouve que l'accélérateur de BPI France s'inscrit dans un mouvement général, international, disons, de développement des dispositifs d'accompagnement des entreprises. Les accélérateurs, ce n'est pas des incubateurs, ce n'est pas des programmes qui sont ciblés sur des micro-entreprises, voire des projets d'entreprise à développer,
c'est des programmes d'accompagnement qui sont ciblés sur les entreprises existantes de façon à contribuer à leur croissance. Et on peut donner l'image, disons, d'un camp d'entraînement. On va mettre ensemble une cohorte de dirigeants d'entreprises. On va donc favoriser leur mise en réseau, on va les conseiller et on va leur donner accès à de la formation de façon à développer leur capital humain, leur capital social, leur capital entrepreneurial. Dans tous les cas, il s'agit d'éléments, disons, non financiers qui vont être importants, même si beaucoup d'accélérateurs ajoutent une dimension financière. Donc, on est en phase de programmes qui sont en très forte expansion au niveau mondial. Il y a différentes études qui recensent ces accélérateurs et on parle de plus de 3000 accélérateurs dans le monde entier qui auraient accompagné de l'ordre de plus de 10 000 entreprises aujourd'hui. Et cette expansion est très récente. Elle s'est faite essentiellement dans la décennie 2010. Elle se poursuit aujourd'hui. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est de contribuer à la littérature qui a pour objet de mesurer les effets de ces dispositifs. Donc, on a une littérature qui se développe, elle aussi, à toute vitesse. Alors, cette littérature, elle est essentiellement composée de travaux de gestion qui ont une dimension qualitative. En fait, il s'agit d'études de cas où on va considérer différents formats d'accélérateurs et on va essayer donc d'en discuter à la fois le contenu et les effets. Et en fait, on recense aujourd'hui plus de 80 études sur ces accélérateurs. Et en fait, la plupart de ces études donc sont des études de cas et il y a assez peu de travaux statistiques, je dirais, évaluatifs, qui ont pour objet de mesurer l'impact de ces dispositifs avec les méthodes de l'évaluation des politiques publiques. En fait, on recense qu'une quinzaine d'évaluations quantitatives. Et le problème principal pour ces travaux d'évaluation, c'est que, bien sûr, les entreprises qui rentrent dans les accélérateurs font l'objet d'une double sélection. D'une part, les dirigeants sont volontaires pour rentrer, et d'autre part, ils ont été sélectionnés sur la base de caractéristiques avec lesquelles on décèle, ils ont un potentiel de croissance qu'il reste à accompagner pour le développer. Et donc, de fait, cette sélection complique la tâche de l'évaluation parce qu'il faut distinguer, bien sûr, l'effet de la sélection de l'effet de l'accélérateur. Et ça suppose de mettre en œuvre des technologies de mesure qui sont relativement sophistiquées. Et donc, il y a de fait assez peu de travaux qui mesurent l'effet des accélérateurs. Et puis, comme le programme lui-même combine plusieurs composantes, il y a très peu de travaux, pour dire pas du tout, de travaux qui peuvent dire l'effet de l'accélérateur. Est-ce que ça vient plutôt de l'accompagnement, plutôt de la dimension financière qui est présente dans beaucoup d'accélérateurs? Et dans l'accompagnement, est-ce que ça vient plutôt, par exemple, de la mise en réseau, du conseil ou de l'accès à la formation? Alors, l'intérêt pour des évaluateurs du programme de BPI France, c'est que précisément, c'est un programme essentiellement non financier. L'ensemble des composantes de l'accélérateur sont des composantes qui ont un caractère immatériel. On transfère en fait des connaissances, on transfère on partage des informations beaucoup plus que de partager des capitaux. Et donc, l'évaluation de cet accélérateur fournit l'occasion de mesurer les effets d'un accélérateur hors composante financière, ce qui est assez intéressant, bien sûr, de façon à répondre à la question, est-ce que le capital financier ou est-ce que le capital non financier, qui des deux types de capitaux sont les plus efficaces, qu'est-ce qui concourt au développement des entreprises? Donc, avec cette évaluation, on contribue à identifier l'effet du volet non financier du programme accélérateur. Alors, pour parvenir à réaliser cette évaluation, eh bien, on a pu bénéficier donc de données qui ont été mises à disposition par BPI France, qui sont des données fiscales et comptables qui portent d'une part sur les 3 premières cohortes d'entreprises accélérées. Donc ces cohortes s'appellent PME 1, 2 et 3, et elles ont été mises en œuvre respectivement en 2015, 2016 et 2017.
Donc, à chaque fois, ça concerne une petite soixantaine d'entreprises et on a pu bénéficier, disons, de données complètes sur un peu moins d'entreprises. Au total, on dispose de 142 observations complètes, donc des fichiers d'entreprise sur la période 2010-2017. Là, toutes les données sont complètes. Et en fait, on a comparé ces données à d'autres données d'entreprises comparables qui sont celles de PME labellisées Excellence par BPI France, qui ont des caractéristiques très proches de celles qui sont accélérées, d'autant plus que la plupart des accélérés même la quasi-totalité des accélérés sont d'anciennes entreprises labellisées Excellence. Et on a donc un peu plus de 700 entreprises labellisées Excellence qui vont nous fournir notre groupe témoin, c'est le réservoir pour nous de groupe témoin, et dans ce réservoir, on va aller chercher des entreprises qui ont les mêmes caractéristiques, des caractéristiques observables proches de celles des entreprises accélérées. Donc la logique de l'évaluation, c'est une logique essentiellement comparative, hein, où on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques des entreprises accélérées relativement à celles qui ne le sont pas. Alors, si on regarde rapidement les statistiques descriptives de la variable de résultat qui nous intéresse le plus, c'est la croissance du chiffre d'affaires des entreprises. On a réalisé ce type de graphique où on va superposer les 3 cohortes d'entreprises accélérées, donc PME 1, 2 et 3, en les mettant sur la même échelle temporelle, donc avec un graphique centré sur l'année du début de l'accélération. Donc, ça va être 2015 pour PME 1, 2016 pour PME 2, 2017 pour PME 3. Et ce que l'on voit quand on regarde le profil de la croissance du chiffre d'affaires moyen de l'ensemble des entreprises accélérées dans chacune de ces cohortes, c'est qu'on a une allure, une silhouette, disons, assez intéressante et assez caractéristique. On voit qu'avant de rentrer dans l'accélérateur, ces entreprises étaient caractérisées par une croissance très forte de leur chiffre d'affaires, avec des taux de croissance de 10, 15, 20% en moyenne selon les années, donc une croissance réellement très forte. De fait, ces entreprises ont été sélectionnées pour rentrer dans le dispositif. Et elles l'ont été aussi sur la base de leur performance antérieure. Donc, c'est ce qui explique cette partie des courbes. Deuxièmement, on constate que autour de l'entrée dans l'accélérateur, disons en T, on a plutôt un creux dans la silhouette des taux de croissance des entreprises. Il y a comme une pause dans la croissance qui peut être liée à l'effet, ce qu'on appelle l'effet lock-in dans la littérature sur l'évaluation des dispositifs de formation. Quand on est en formation, on se réorganise, on investit et pendant ce temps-là, peut-être qu'on est moins sur la croissance immédiate et plus sur la préparation d'une croissance de long terme. Et c'est ce qu'on constate dans la dernière partie du graphique, sur la partie droite, où on voit qu'il y a un sursaut de croissance après l'entrée dans le dispositif. Et donc, globalement, la silhouette des courbes ont un profil un peu en V, comme cela, et la partie droite du graphique correspond précisément à l'effet de l'accélération qu'on visualise avec ces différents graphiques. Et on constate aussi que, visuellement, on a l'impression que l'effet n'est pas tout à fait le même pour chacune des générations des accélérateurs. On voit que pour PME 1, on a plutôt un profil globalement plus horizontal, plus plat, que pour PME 2 et a fortiori pour PME 3. Et donc ça illustre le fait que peut-être au fur et à mesure de sa mise en œuvre, les accélérateurs ont pu produire un effet de plus en plus important. Et on va nous faire le choix d'une stratégie d'évaluation qui permet justement de prendre en compte cette dimension. Alors, quelle est la stratégie d'évaluation? Alors, avant, on peut regarder une autre variable, c'est l'emploi. Selon les variables qu'on va considérer, on n'aura pas forcément les mêmes constats. Et en termes d'évolution du niveau d'emploi, là c'est un graphique en niveau et pas en taux de croissance, bon, en niveau d'emploi, on voit qu'on n'a pas les mêmes inflexions. Hein. D'abord, on constate que les entreprises de PME1 sont plus grandes en moyenne que les entreprises de PME2 et PME3. Au fur et à mesure de l'entrée en accélérateur des différentes cohortes, on a vu la taille moyenne des entreprises se réduire. Et donc, elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, ces entreprises. Et d'autre part, on ne voit pas d'inflexion majeure, alors en particulier pour PME1, dans l'évolution de l'emploi visuellement. Et donc, ça aussi, on pourra en reparler quand on regardera les résultats de l'évaluation. Alors, du point de vue de la stratégie d'évaluation, on a plusieurs difficultés. Bon,
on a quand même un petit nombre d'entreprises, même si en cumulant les 3 cohortes, on arrive donc à près de 150 entreprises observables. Et par ailleurs, ces entreprises sont relativement hétérogènes dans leur situation et dans leur trajectoire. Et puis, il peut y avoir des différences entre chacune des cohortes. On voit que PME1 en particulier, qui a concerné des plus grandes entreprises, a des caractéristiques un peu différentes. Et donc, on peut souhaiter séparer PME1 des autres cohortes. Donc, on a fait le choix d'une méthode statistique adaptée à ces différentes caractéristiques. Donc, on a fait le choix d'une méthode de double différence en panel. Il existe dans la littérature sur l'économétrie de l'évaluation toute une gamme de méthodes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'évaluations qui utilisent par exemple le score de propension, qui consiste à apparier des entreprises ayant les mêmes chances de rentrer dans le dispositif, dans le programme. Mais c'est des méthodes qui sont très consommatrices en matière d'observation. Donc on a trop peu d'observations pour mettre en œuvre ces méthodes. Et on va donc utiliser la méthode de double différence en panel qui nous permet en fait d'exploiter au mieux les informations du groupe témoin, puisqu'on a un groupe témoin relativement large d'entreprises appartenant au réseau Excellence. Alors, si on met en œuvre ces méthodes, qu'est-ce qu'on va avoir comme principaux résultats? Alors là, je vais présenter les résultats de façon très, très cursive. Si vous voulez davantage de détails, vous pouvez vous reporter à l'étude qui est mise en ligne par BPI France et qui est mise en ligne aussi sur notre site internet de TEP CNRS. D'abord, on a fait plusieurs tests de robustesse pour vérifier que, d'abord, les entreprises accélérées relativement aux entreprises excellentes avaient des caractéristiques comparables en termes d'évolution. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de tendance commune. Et puis, on a vérifié aussi que si on évaluait le traitement de façon fictive, disons 1 an avant son démarrage, on n'observait aucun résultat. C'est ce qu'on appelle le test placebo. Et on a pu on a mesuré des effets avec différentes spécifications économétriques. On a pu mesurer des effets sur une grande variété de variables de résultats. Donc notamment la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi par exemple la probabilité de passer du statut de PME au statut d'entreprise de taille intermédiaire. Et donc le premier résultat qu'on met en évidence, c'est un résultat spécifique pour la cohorte PME1. PME1, effectivement, on met en évidence statistiquement le fait qu'il y a une augmentation de la probabilité de devenir entreprise de taille intermédiaire de 7,5% pour ces entreprises-là. Et donc, peut-être qu'on peut écouter un témoignage justement de l'accélération du point de vue des dirigeants d'entreprise. Et donc, je vais donner la parole à Pierre Guirard, qui est le président de Wiz Group. Bonjour à tous. Donc Wiz, je me présente très vite. Wiz, c'est une société qui a été créée en 2009, basée à Compiègne. C'est une entreprise du digital. On est présent dans 6 pays aujourd'hui. Notre principale action, c'est de créer des plateformes digitales à destination des principaux acteurs de la distribution automobile, que sont des constructeurs, des réseaux professionnels du pneu. Et on aide l'optimisation des achats en matière de pneumatique. Et nos 2 principaux clients aujourd'hui sont Renault et Michelin, pour lesquels Michelin ont fait le dépannage de Michelin, des clients de Michelin en Europe aujourd'hui pour 5 pays. Nous sommes rentrés dans l'accélérateur PME, donc premier accélérateur en 2016-2015. C'était une grosse surprise pour nous. On était le petit poussé à l'époque, on faisait à peine 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça a été une formidable source de motivation. On avait un deal qui était de passer d'un statut de PME, comme ça vient d'être expliqué, à un statut d'ETI, pour passer la barre des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans. Ça, c'était notre objectif en interne. On s'est mobilisé autour de ça et on a tiré, je pense, profit de cet accélérateur à plusieurs niveaux. La première chose, c'est qu'on a structuré l'entreprise. Donc, on s'est organisé, on a mis en place un comité de direction, on a mis en place des process. À l'époque, on était plus en mode start-up, c'était un peu je dirais presque des gros mots, les process. On a travaillé là-dessus, j'ai renforcé mon staff en fait. Et étape par étape, on a construit, je pense, les bases qui nous ont permis d'atteindre, il y a quelques semaines, 57,8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3, on a multiplié nos personnels par 2, en fait, et on a atteint notre objectif de devenir une ETI.
Et sincèrement, je le dis de manière très facile, sans l'accélérateur PME managé par BPI France, nous n'aurions pas fait ce chemin. Et alors, il y a eu un petit décalage, évidemment, au départ, je crois que ça a été souligné tout à l'heure. Il y a eu un petit décalage au départ, le temps de travailler, de mettre en place. Mais aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru en 5 ans, quasiment faire x3 en matière de chiffre d'affaires, c'était évidemment un rêve. On y croyait, on s'est mobilisé au sein de ça, on a beaucoup travaillé. L'accélérateur PME, ça nous a pris beaucoup de temps, pendant 18 mois. On a fait 2 audits en matière d'organisation. Mais force est de constater que, en ce qui nous concerne, l'engagement a été tenu et je voulais témoigner et je suis évidemment à votre disposition pour renforcer ce message si vous souhaitez. Alors, je reprends la parole pour poursuivre les résultats de cette présentation de l'évaluation. Donc on a aussi mis en évidence des effets, on a trouvé des résultats tout à fait intéressants pour les cohortes suivantes, donc PME2 et PME3, qu'on a considérées de façon globale. Et on a détecté, effectivement, on est en mesure d'apporter, disons, des preuves statistiques d'un impact significatif pour les entreprises qui appartenaient à ces cohortes, à la fois pour la croissance de leur chiffre d'affaires, pour la croissance de la valeur ajoutée et pour la progression de l'investissement. Et on a été assez impressionné de constater que l'ordre de grandeur des effets qu'on a pu mettre en évidence est plutôt très important, hein, puisque on est à près de 10% d'impact de croissance du chiffre d'affaires supplémentaire pour les entreprises, donc PME2 et PME3 en 2017. De même, on a 16 points de croissance de la valeur ajoutée cette même année pour ces mêmes entreprises, donc toujours relativement à la croissance qu'ont connue les entreprises témoins du groupe Excellence. Et puis, on a mis en évidence donc une augmentation de l'investissement corporel assez évidemment significatif également, puisqu'on est donc sur des valeurs que vous voyez qui sont relativement élevées. Et donc, c'est d'autant plus intéressant, bien sûr, que les entreprises n'ont pas directement dans le programme un accès à des ressources financières supplémentaires, ce qui ne leur empêche pas, bien sûr, de pouvoir mobiliser d'autres ressources ou de pouvoir utiliser même le label d'accélérateur pour détecter, avoir d'autres ressources. Alors, en revanche, on n'a pas détecté d'effet sur d'autres variables de résultats, notamment sur l'excédent brut d'exploitation, sur les résultats de l'entreprise, sur le total du bilan ou sur l'emploi salarié. Donc, on n'a pas détecté des effets, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets, ça veut dire que nous, on les voit pas statistiquement et on ne peut pas exclure non plus le fait que ces effets se produisent de façon différée, à un horizon plus lointain. Hein. C'est le cas en particulier pour l'emploi. L'emploi, évidemment, il y a un délai de réaction entre la croissance de l'activité de l'entreprise et la croissance de son emploi. Alors, pour illustrer à nouveau la situation de l'accélérateur dans PME2, je vais donner la parole à Emmanuel Cazeneuve, hein, qui est le président d'ESUS. Bonjour à tous, très heureux d'être là parmi vous ce matin. ESUS, en quelques mots, on aide les entreprises de construction au niveau européen à diminuer l'impact carbone de leur chantier en optimisant la gestion de leurs déblais. En quelques mots, les déblais de chantier, c'est les terres que l'on sort quand on fait des travaux, que ce soit des tunneliers ou du bâtiment. Et ça représente le plus gros volume de déchets produits en Europe, voire même en France. Et donc, ça a un impact extrêmement important sur l'environnement. Et nous, par une plateforme digitale qui s'appelle ESUS Store, on arrive à créer un écosystème qui permet d'optimiser cette logistique et cette utilisation de la terre. Pour vous donner quelques chiffres, nous on s'est créé, j'ai cofondé avec mon frère Pierre ESUS en 2008, donc on a à peu près un peu plus de 12 ans. On fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, fin 2020. On est 70 personnes et présents déjà dans 5 pays. Alors quand nous on est rentré à l'accélérateur PME, à la saison 2, comme je l'appelle, on était déjà beaucoup plus petits. Nous aussi, on était le petit poussé, mais on faisait que 10 ou 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas du tout structuré. Et donc, moi, la première conclusion que je pourrais avoir de cet accélérateur, c'est que ça a été un électrochoc.
Ça a été un électrochoc parce que j'ai cru qu'en rentrant dans cet accélérateur, je me suis un peu battu pour y rentrer, je vous l'ai dit, j'étais le plus petit, j'étais arrivé et mes résultats d'avant parlaient pour moi. Et pourtant, grâce aux conseils et puis surtout aux 360 qu'on a pu réaliser, je me suis rendu compte que l'ambition que j'avais que de devenir un leader européen de cette gestion de terre, elle n'était pas adaptée, ou mon organisation n'était pas adaptée à mon ambition. Donc on a été formés, on a eu 5 modules de formation sur la stratégie, l'organisation, le RH et l'internationalisation. Et ça nous a permis de nous grandir. Et outre le chiffre d'affaires, ça a permis de créer des barrières à l'entrée et des barrières positives pour ESUS, parce qu'on a multiplié par 8 la valeur d'entreprise d'ESUS. Et dans une société comme la nôtre qui a vocation à lever des fonds, plus on va quand même créer de valeur, plus c'est intéressant pour les actionnaires qui peuvent nous suivre. Voilà. Et ce que je voulais finir comme conclusion, mais vous l'avez entendu, donc, mais je vais quand même leur dire, c'est cette confiance qu'en étant dans cette accélération, en étant suivi et formé, en étant suivi par la BPI, ça nous crée de la confiance, et cette confiance est indispensable pour la volonté du directeur, enfin du PDG, de vouloir accélérer et de vouloir grandir. Voilà. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc pour conclure cette présentation, simplement pour résumer, disons, les messages principaux, hein, au travers de l'évaluation d'impact qu'on a réalisée, donc nous, on met en évidence, hein, on détecte un effet positif de l'accélérateur pour la première cohorte d'entreprise dans la probabilité donc, de passer du statut de PME au statut de TI, avec un effet donc, de plus 7,5% sur cette probabilité. Deuxièmement, on détecte pour les 2 cohortes suivantes, donc PME2 et PME3, un impact positif à la fois sur la croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 points de pourcentage, hein, sur la valeur ajoutée de l'ordre de 16 points et sur l'investissement corporel qui décuple sous l'effet du programme. Donc on a, et puis sur d'autres variables de résultats, par contre, on n'a pas été en mesure de détecter des effets. Et donc, tous ces résultats suggèrent que, effectivement, le volet non monétaire d'une action à destination des entreprises est un volet potentiellement intéressant, que l'accompagnement, que des actions de formation à destination des dirigeants peuvent produire des effets tout à fait substantiels. Et même, moi, à titre personnel, donc j'ai évalué, contribué à l'évaluation de dispositifs d'aide purement monétaire donnés aux entreprises, notamment le CICE, ou les différents crédits d'impôt donnés dans le cadre de l'action publique. Et on est rarement en mesure de mettre en évidence des effets aussi importants que ceux qu'on a pu constater pour l'accélérateur. Donc, la conclusion, enfin, c'est vraiment que effectivement, il est sans doute aussi important de chercher à développer le capital humain, le capital social des chefs d'entreprise, tout autant que leur capital financier. Bon, et j'aimerais juste pour finir ajouter que cette évaluation est sans doute une première pierre dans un édifice, parce que on a quand même un petit nombre d'observations, les unités sont relativement hétérogènes et on a un recul temporel qui est encore limité, et il sera sans doute essentiel de refaire dans l'avenir d'autres travaux d'évaluation pour essayer de solidifier ces différents constats. Je vous remercie. Alors peut-être 2 conclusions avant de partir sur la partie des questions. Vous avez pu voir que vous aviez un chat si vous voulez poser des questions, et ensuite je lirai vos questions et je les dispatcherai en fonction du bon interlocuteur pour y répondre. 2 points fondamentaux de notre côté en termes de résultats de cette étude. Le premier, c'est qu'à travers cet accompagnement, on a des résultats sur la performance des entreprises et sur leur inscription dans une trajectoire pérenne de croissance, ce qui pour nous est fondamental. Pourquoi ? Parce que les accélérateurs sont payants pour les chefs d'entreprise, mais on a une partie subventionnelle significative de 40 à 60% selon les accélérateurs. Et cette subvention vient de l'État, de partenaires régionaux, les régions financent près du tiers des accélérateurs aujourd'hui, ou de partenaires industriels qui vont aller financer la partie subventionnelle des accélérateurs pour structurer les PME de leur filière, comme c'est le cas par exemple sur l'automobile. Et avoir une étude qui permet de montrer que ce dispositif a un réel impact sur les entreprises, pour nous, est donc fondamental simplement en termes de levier sur la ressource publique. Deuxième point fondamental, c'est que
à travers les près de 70 accélérateurs qu'on a pu lancer depuis 2015, on est allé chercher des dirigeants qui étaient d'abord en proximité de BPI France, c'est les excellences dont on parlait tout à l'heure, et puis progressivement, on est allé chercher au-delà, et on rencontre régulièrement des dirigeants qui, avant de rentrer dans l'accélérateur, nous disent qu'est-ce que ça va me rapporter, j'ai pas forcément le temps pour rentrer dans ce programme-là. Et cette étude qui prouve qu'il y a un réel impact sur le chiffre d'affaires et sur la profitabilité des accélérés nous permettent de solidifier notre argumentaire pour aller mobiliser encore plus de patrons dans le cadre de ces programmes d'accélération. Sachant que cette année, en 2021, nous souhaitons faire rentrer 700 nouveaux dirigeants au sein des accélérateurs et à terme plus d'1 millier sur ce type de programme. Et avoir une mesure statistique de leur impact, pour nous, est fondamental dans notre argumentaire pour mobiliser les dirigeants. Donc, sur la base de ces deux conclusions, je vous propose de passer à vos questions. Alors, je lis une première question de Pierrick Libonne. Bonjour, à la suite de cette étude, comment BPI France compte faire évoluer son programme accélérateur, ajout ou retrait de modules, profil des PME sélectionnés, et quand est lancée la prochaine promotion? Alors, sur ces questions, vous avez pu le voir, et d'ailleurs le professeur Lorty le signalait bien, on a déjà évolué sur ces 3 promotions, donc le PME1, PME2, PME3, et cette évolution a permis d'infléchir positivement l'impact sur les entreprises. Sachez que régulièrement au sein de ces programmes, on a un retour des dirigeants, à la fois à travers leur satisfaction générale, mais aussi et surtout à travers des questionnaires très détaillés qu'on leur fait à mi-programme et en sortie de programme, afin de voir en quoi on les a aidés et en quoi on pourrait les aider plus fortement. Du coup, les programmes tels qu'ils ont été mesurés, ces 3 premiers programmes dont le dernier mesuré a été lancé en 2017 et est sorti en 2019, ils ont déjà évolué. Et on fait régulièrement évoluer avec 2 adaptations, je pense, assez fondamentales. La première adaptation, qui est une adaptation thématique. Les 3 programmes qui ont été analysés par l'équipe de Yannick Lorty sont des programmes PME nationaux. On a depuis décliné ces programmes-là à l'échelle régionale, à travers des programmes régionaux, et aussi à l'échelle filière. Et dans ces 2 types de programmes, on va aller orienter les thématiques pour aller traiter plus spécifiquement des besoins des entreprises de la région, quand on est sur un programme régional, ou de la filière. Par exemple, quand on va travailler avec l'automobile, avec la PFA, la plateforme automobile, sur les entreprises, les fournisseurs de rang 2, rang 3 des grands constructeurs automobiles, eh bien, on va aller regarder les enjeux d'électrification, les enjeux de dédésélitisation, et donc on va aller travailler thématiquement sur les enjeux un peu plus spécifiques du groupe d'entrepreneurs que l'on a pu prendre. Donc cette évolution thématique, c'est déjà faite. Le deuxième point sur lequel on a travaillé et qu'on continue à faire évoluer, c'est de s'adapter à la taille des entreprises. Les premiers accélérateurs tels qu'ils ont été évalués ciblaient des entreprises entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a depuis décliné 2 autres formats. Un format pour les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est des petites ETI, des petites entreprises de taille intermédiaire, sur lesquelles on va réorienter le programme avec beaucoup plus de coaching personnel du dirigeant, en mettant ce que l'on appelle des advisory boards, des comités consultatifs pour suivre sur long terme l'évolution de l'entreprise, et puis en injectant beaucoup plus d'international. Et de la même manière, à l'autre bout du spectre, pour les entreprises plus petites que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 2 et 10 millions d'euros, on a développé un nouveau programme qui s'appelle le programme pour les petites PME, qui ne dure plus 2 ans, mais une seule année, avec un peu moins de conseils et des sessions de formation qui sont vraiment adaptées à la taille des entreprises. Donc vous le voyez, on est dans une dynamique d'amélioration continue, et l'étude telle qu'on a pu la présenter aujourd'hui, en fait, on va la mener de façon assez régulière pour estimer, avec soit un petit décalage, mais c'est assez fondamental pour nous, encore une fois, d'avoir cette mesure-là. On va aller mesurer l'impact pour aussi avoir une boucle d'interaction et nous permettre de faire évoluer nos programmes dans le futur. Donc oui, il y a des programmes qui évoluent. Et deuxième point, je serai plus rapide sur votre deuxième question, qui était quand est lancée la prochaine promo. On en lance une la semaine prochaine. Maintenant, on en lance quasiment à rythme hebdomadaire. On a un programme pour aller accélérer les entreprises françaises sur l'Afrique. Donc c'est un accélérateur international Afrique qu'on va lancer d'ici une dizaine de jours. On a régulièrement des programmes régionaux qui sont lancés. On a lancé cette semaine l'accélérateur Occitanie, donc c'est pour des petites PME en Occitanie. Et notre objectif, vous l'avez compris, est d'aller créer des petites grappes de solidarité d'une 30aine de dirigeants à travers ces accélérateurs.
Deuxième question, quelles sont les variables sur lesquelles l'accélérateur n'a pas eu d'effet? Alors, vu que ça se réfère un peu plus à l'étude de Yannick Lorty, je proposerai au professeur Lorty d'intervenir s'il est disponible. Oui, bien sûr. Sur lesquelles on n'a pas trouvé d'effet. Dans ces variables sur lesquelles on n'a pas trouvé d'effet que j'évoquais, il y a l'excédent brut d'exploitation, donc le profit de l'entreprise, hein. Il y a les résultats, il y a le total du bilan aussi sur lesquels on n'a pas trouvé de résultats, et il y a l'emploi. L'emploi, on n'a pas trouvé de résultat. Alors, ça peut être, comme je l'évoquais, dû à la faible profondeur temporelle de nos échantillons, hein, puisque nos données s'arrêtent en 2018, en fait, 2017-2018, et donc on a très peu de recul pour constater les évolutions de l'emploi, en particulier pour les dernières cohortes qu'on a pu évaluer, PME2 et PME3. Donc, ça va être aussi un enjeu d'autres travaux d'évaluation dans le futur, à essayer de capter l'effet sur l'emploi qui devrait normalement suivre l'effet sur la croissance du chiffre d'affaires. Je comprends qu'il y a eu un petit problème de son encore sur le début de l'intervention de Yannick Lorty. Du coup, je vais résumer brièvement sa première partie qui était de dire, comme il l'avait déjà signalé, qu'on n'a aujourd'hui pas d'impact mesurable sur l'emploi, le résultat net de l'entreprise et puis l'impact sur le bilan. L'une des raisons pouvant être, même si elle demande à être analysée plus loin, que simplement ça se mesure, en fait, l'impact est mesurable avec un décalage temporel. On a pu le voir dans le cas de Wiz Group, la multiplication par 2 du nombre d'effectifs, en fait, s'est passé sur une durée quasiment de 5 ans. Et c'est tout l'enjeu que je signalais et sur lequel concluait le professeur Lorty, c'est que notre enjeu, ça va être de mener régulièrement ce type d'études pour être capable du coup d'analyser avec un recul temporel non plus d'un an, mais de 2-3 ans, quelle est la trajectoire dans laquelle se sont inscrites les entreprises qui ont été accélérées. Sur une question de Sébastien Pierrot, avez-vous pu effectuer cette étude sur vos accélérateurs régionaux pour pouvoir les comparer les uns aux autres? Si oui, quand? Alors, les premiers accélérateurs régionaux ont été lancés en 2017 et du coup, les premières promotions ne sont sorties qu'en 2019. Et maintenant, c'était sur 3 accélérateurs à l'époque et depuis, on en a lancé, on doit avoir lancé à peu près 25 accélérateurs régionaux, 25 promotions d'accélérateurs régionaux avec un accélérateur quasiment annuel, lancé annuellement dans 11 régions françaises. On a quasiment toutes les régions métropolitaines qui ont leur accélérateur. Du fait de ce faible recul statistique et temporel, on n'a pas encore mené ce type d'étude statistique. Néanmoins, ce que l'on a pu mener, c'est une étude, disons, à plus directe et à plus court terme sur la satisfaction des clients et sur la trajectoire dans laquelle s'inscrivaient les entreprises, sans pouvoir néanmoins la comparer à des cohortes. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a des trajectoires, enfin des indicateurs, disons, avancés, qui sont similaires aux indicateurs qu'on a pu avoir sur les promos 1, 2, 3 des accélérateurs, dont on a suffisamment de recul pour mesurer statistiquement l'impact. Donc on n'a pas encore ce type d'études. Néanmoins, les premiers indicateurs que l'on peut retrouver en termes de satisfaction des dirigeants qui sont accélérés et puis de mise en œuvre de projets nous incitent à penser qu'on va avoir des impacts similaires, voire plus forts. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur votre programme d'accélérateur? Ça, c'est une question de Boris Cambrelan. Alors, ce que l'on a pu voir dans les accélérateurs pendant la crise, on a eu 2 phases assez fondamentales. Il y a eu une première phase qui était le premier confinement, en fait, entre mars et juin, où en fait, on a quasiment plus physiquement mener nos missions de conseil, où nos consultants en fait ont plus pu, notamment dans la période mars-avril, aller chez les dirigeants. On n'a plus pu réunir physiquement les groupes, les promotions au sein des accélérateurs. Et donc on a très vite basculé sur un autre mode de fonctionnement où l'on a appelé de façon assez systématique les différents dirigeants accélérés à travers ce que l'on appelait des care calls, des appels d'accompagnement qui duraient 2 heures. On allait analyser quel était le moral
du dirigeant, 2, quelle était sa situation financière et ses besoins en trésorerie, pour voir quels étaient les moyens pour s'assurer qu'au moins en trésorerie, le dirigeant était capable de passer une période longue et d'être résilient sur une période longue. Et 3, de voir quels étaient les projets que l'on pouvait mettre en œuvre à court terme pour relancer l'entreprise. Et en plus de cela, on a structuré des sessions en digital où on allait rassembler les dirigeants, là non plus sur 2 jours bien sûr, mais plutôt sur des formats de 1 à 2 heures et qui leur permettaient d'échanger entre eux. Et ce que l'on a pu constater au sein des accélérateurs, c'est qu'en fait, ce qui a joué à plein dans le premier confinement, c'était la solidarité intra-promotion. Il y a des boucles WhatsApp qui ont pu être mises en place au sein des groupes d'accélération. Et dans ces boucles, en fait, les dirigeants allaient se partager les bons plans, entre guillemets. Je prends comme exemple un dirigeant industriel qui avait un problème avec son logisticien. Vous voyez, dans la période fin mars, début avril, où il y avait des vrais problèmes de logistique qui pouvaient couper des chaînes d'approvisionnement, eh bien, il allait envoyer dans la boucle WhatsApp est-ce que vous savez s'il y a un logisticien qui fonctionne encore? Et du coup, il y a d'autres dirigeants qui lui répondaient il y a un tel sur lequel tu peux t'appuyer pour continuer ton activité. Donc, c'est ce genre de boucles de solidarité qui ont été très très fortes pendant la première phase. Et ensuite, à partir de juin-juillet, en fait, on a une reprise en flèche de l'activité dans les accélérateurs, où là, on a eu une demande très très forte des dirigeants de sécuriser leur reprise et puis d'aller travailler sur un nouveau business model dans une logique, non pas post-Covid, mais dans une logique avec Covid. Et on a fait rentrer sur le 4e trimestre 2020 le plus grand nombre de nouveaux dirigeants accélérés qu'on n'avait jamais fait rentrer avant. Donc vous voyez une très forte reprise d'activité qui traduit, selon moi, un vrai besoin des dirigeants et surtout une prise de conscience de l'accélération des tendances que sont le digital et le climat, par exemple, qui sont les 2 principales tendances, et du coup un vrai besoin de se faire accompagner sur ces thématiques-là. Bonjour, Emmanuel Cazeneuve peut-il redonner les 5 modules de formation suivis? Il y a RH internationalisation, il y a eu un 360. Emmanuel, si vous êtes encore là, est-ce que vous pourriez nous préciser du coup ce que vous avez fait? Oui, alors il y a eu l'audit 360. Effectivement, oui, on vient, comme son nom l'indique, étudier en interne, en externe, les clients, les fournisseurs et voir, faire un tour des us. Et suite à ça, on a suivi 5 modules de conseil. Donc, j'ai dit la stratégie, le RH, l'organisation, la digitalisation et l'internationalisation. Voilà les 5 modules qui ont tous eu un impact fort. Le dernier, l'internationalisation, je l'ai dit, en 2 ans, on a ouvert 4 nouveaux pays. Je suis en Suède actuellement. Et c'est par là que passera la croissance des us par l'international. Donc, ce module internationalisation nous a lancé. Super, merci Emmanuel. Je vois qu'on arrive à la fois à la fin de l'horaire, qui était prévu à 9h20, 25, et puis à la fin des questions. Donc on peut se donner encore 30 secondes si quelqu'un a encore des questions. Et je vois que personne n'écrit de message, donc il me reste en conclusion à remercier les équipes du professeur Lorty, Pierre Guirard et Emmanuel Cazeneuve de leur témoignage. Et nous sommes à votre disposition si vous souhaitez, en plus des éléments que l'on a pu partager lors de cette conférence, d'autres éléments. Merci à tous.